BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est chaque vendredi les pros des cryptos. Bienvenue à tous, nos talents cette semaine, ils sont là. Claire Balva, la directrice générale de l'ADAN. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir avec Thibaut Boutroux qui est avec nous depuis les bureaux de Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ravi aussi de vous retrouver, directeur général de Meria. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de cette semaine très intéressante, cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord, le Bitcoin est à plus de 70 000 $. Voilà, on a un peu rebondi quand même depuis les plus bas d'il y a 2 semaines. Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, Ravi bonjour de à vous tous. retrouver, Vincent. Le marché des cryptos donc, qui a surperformé les actifs risqués en bourse là, depuis le début de la guerre en Iran. Comment expliquer cette complaisance relative du Bitcoin ? Ouais, alors quelques chiffres effectivement depuis le début ce qu'on appelle les opérations qui ont démarré le 28 février. Le cours de Bitcoin est en hausse, il est en hausse de 10%. Alors c'est assez étonnant lorsqu'on ramène ça à la performance du marché action, au comportement des taux d'intérêt, à l'explosion du prix du pétrole et du gaz naturel sur le marché des matières premières. Ça rappelle un peu les premières semaines qui avaient suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, où à l'époque Bitcoin avait progressé pendant 3-4 semaines avant de reprendre un cours baissier. Alors comment expliquer cette surperformance ? On ne va pas parler d'aspect refuge, beaucoup en parlent. Je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Moi je vois 3 points importants. Premier point, avant le conflit, le drawdown de Bitcoin depuis son record historique était déjà de 52%, alors que le marché action était sur ses records. Bitcoin avait pris sa part de baisse. Mais il y a 2 explications, je pense, plus concrètes. C'est l'aboutissement imminent, enfin, que j'espère, moi, imminent, mais ça va dans le bon sens. Vous savez, du Clarity Act aux États-Unis, la nouvelle réglementation crypto, avec un compromis enfin en vue sur le rendement des stablecoins entre banques et acteurs crypto. Vous savez, ça, ce Clarity Act, c'est pas forcément l'assurance de la fin du bear market crypto à court terme, mais c'est un des socles du prochain bull run. Bon, là, je me projette sur l'année prochaine. Et enfin, un dernier point qui me semble aussi important à signaler, Bitcoin évoluait avant le conflit entre 60 000 et 70 000 $. Et en fait, ce que l'on sait, c'est que ça correspond au coût moyen de production par Bitcoin. Et ce coût moyen de production par Bitcoin, historiquement, c'était une zone basse pour le prix du BTC. Donc voilà, vous avez ces 3 éléments et je pense que ça explique la surperformance. Intéressante cette explication fondamentale. Maintenant, sur le plan technique et cyclique, où situez-vous, comment placez-vous, comment qualifiez-vous le cours du Bitcoin en ce moment ? Alors, c'est pas évident, mais alors, sur le plan cyclique, si on reste dans l'optique, vous savez, du fameux cycle dit de 4 ans qui nous guide, on est toujours en bear market, en marché baissier, et ce bottom de bear market, il est plutôt attendu au second semestre 2026. Alors, on verra si cette année, finalement, casse cette théorie du cycle de 4 ans ou pas, mais pour le moment, rien n'indique que le point bas était ça à 60 000 $. En fait, la plupart des outils, des approches on-chain, techniques, cycliques, elles mettent plutôt en avant la zone des 50 000. Mais bon, ça, on en reparlera. Et sur le plan technique, à très court terme, c'est flat en fait. Bitcoin, on parle de surperformance, mais en fait, il est rangy entre 65 000 $ et 75 000 $. Il y a quand même de l'upside. Il y a beaucoup de positions short là, qui sont prêtes à être prises à contre-pied. C'est aussi ça qui fait la différence par rapport aux phases de marché depuis le début de l'année. C'est possible que le marché soit capable de pousser jusqu'à 80 000 $. Ensuite, on verra. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Merci Vincent de nous avoir accompagnés. Alors cette semaine, on va parler aussi de tokenisation. La BCE fait un pas pour une tokenisation à l'européenne. L'Europe semble vouloir se prendre ce train-là pour le coup. Ne pas le laisser passer. On vous dévoilera le plan de la BCE dans un instant avec nos pros des cryptos. On parlera aussi d'intelligence artificielle. Tiens, est-ce que les blockchains pourraient aider à responsabiliser les intelligences artificielles ? Ethereum veut pouvoir soumettre les agents d'IA au principe d'identité et de réputation via la blockchain. Alors quelles implications ? Comment ça marcherait ? Détails à suivre. Et puis on parlera aussi de confidentialité, de votre confidentialité peut-être bientôt mieux protégée là-bas aux États-Unis. En tout cas, le Trésor fait un pas sur cette clé de la confidentialité que sont les mixeurs de crypto. C'est quoi les mixeurs et pourquoi ce revirement du Trésor sur le sujet ? Aussi détails à suivre et nos pros se mouilleront comme chaque semaine. C'est votre machine à condenser l'essentiel pour encore une grosse vingtaine de minutes. Les pros des cryptos aussi à retrouver tout au long du week-end en podcast et replay. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc, elle vient de nous rejoindre, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous retrouver, directrice générale de l'ADAN. Et Thibaut Boutroux, on sent qu'il pleut, Thibaut, dans le nord, là par chez vous, le long de la frontière luxembourgeoise. Ouais.
Il pleut, hein. Ouais, comme d'habitude, finalement, j'ai pas de. Eh oui, ça se voit dans vos yeux, on voit le reflet des gouttes de pluie à la fenêtre, là. Thibaut Boutroux, directeur général de Meria. Le soleil est ici, voilà. Dans ces pros des cryptos, on va essayer de vous apporter un peu de lumière avec, c'est vrai, un Bitcoin en plus un peu mieux orienté. Alors, est-ce qu'on a touché le point bas? Seul l'avenir nous le dira. Comment est-ce que vous regardez l'un et l'autre le comportement des cryptos en cette deuxième semaine de guerre là-bas au Moyen-Orient? Claire? Alors vous savez, Guillaume, que j'ai tendance à être très prudente sur les interprétations de cours, notamment à court terme, parce que on a vite fait de plaquer sa vision du secteur et des grandes tendances de marché sur une hausse ou une baisse et qu'on peut pourtant analyser très différemment. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de décorrélation entre ce qui se passe dans la finance traditionnelle en bourse, par exemple, et ce qui se passe dans les cours des cryptos. Vous savez que sur ce plateau, on se demande souvent si Bitcoin est dans un bunker ou s'il est désormais complètement corrélé au cycle dans la finance traditionnelle. Et on se rend compte dans des moments comme celui-ci qu'il peut y avoir des vraies différences et donc que Bitcoin peut jouer dans un portefeuille un vrai rôle de diversification dans ce type de moment. Maintenant, je pense que Vincent a donné une analyse très intéressante avant, puisque on voit bien que Bitcoin avait déjà engrangé une certaine baisse et donc c'est plutôt logique de le voir reprendre des couleurs là où un marché action qui était déjà à son plus haut aura peut-être plus de mal à remonter. Thibaut, comment vous regardez, vous, les évolutions ces derniers jours du cours de Bitcoin? Oui, avec beaucoup de recul, parce que effectivement, on le sait que les cryptos ont tendance à réagir de manière souvent un petit peu excessive, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, quand on a des mouvements, des grosses actualités au niveau international. Donc, il ne faut pas tirer de conclusions trop tôt. On a effectivement eu un rebond avant, on a eu une grosse correction. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour tirer de conclusions? Pas sûr. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans une phase qui est pleine de paradoxes, avec d'un côté des investisseurs qui sont plutôt risk-off par rapport à tout le contexte international qu'on connaît, et en même temps, on est dans une phase d'adoption de la part des institutions qui est inédite et qui n'a jamais été aussi concrète. Donc on a cette double lecture qu'on peut avoir en fait sur le marché, et donc ça peut nous amener de manière éphémère le marché vers des journées à rebond et vers des journées à correction. Donc il faut encore une fois prendre de la hauteur et regarder plutôt sur du long terme. Exactement, et c'est le message à chaque fois que nos pros des cryptos délivrent, regardez le long terme. Binance est-il lié à l'Iran? Le Wall Street Journal accuse Binance d'avoir aidé l'Iran. Thibaut, sous quelle forme et comment Binance réplique-t-il? Que risque aussi Binance avec cette histoire? Ouais. Alors à ce stade, on ne peut pas dire s'ils sont liés ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet article et cette enquête du Wall Street Journal, elle est lourde de conséquences pour Binance. Donc concrètement, ils les accusent d'avoir facilité des opérations financières pour différents acteurs plus ou moins liés à l'Iran. Et ça s'inscrit à un moment où Binance était un peu dans cette quête de redorer un petit peu son blason. On le sait, dans le passé, ils ont déjà été condamnés pour des activités de blanchiment, etc., notamment aux États-Unis. Ils ne sont pas non plus connus pour être l'acteur le plus compliant par rapport à d'autres acteurs. Et donc, ils ont réagi hyper rapidement. Dans la journée, ils ont attaqué le Wall Street Journal en justice pour diffamation, en disant qu'ils avaient les preuves pour affirmer que les allégations étaient fausses et que les chiffres qui étaient démontrés étaient faux également. Mais la conséquence, au-delà de l'article et de l'impact réputationnel qu'il peut avoir, c'est que derrière, on a eu les instances américaines, le DOJ, qui a instantanément ouvert aussi une enquête pour vérifier justement ces accusations. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière une procédure, ça veut dire des ressources à déployer en temps et des ressources financières aussi, qui ne seront pas attribuées ailleurs. Donc le coup, il est assez dur pour Binance, qui a l'impression d'être un petit peu tout le temps le vilain petit canard, et en même temps, on ne peut pas se permettre de ne pas vérifier. Donc effectivement, c'est un article au départ, mais qui a des conséquences qui sont beaucoup plus importantes. Et comme on dit, affaire à suivre en l'occurrence. Quel potentiel plus global sur cette thématique crypto, sur vos cryptos? Il faut aussi regarder ce que font les treasuries. Intéressant, toutes ces sociétés qui ont choisi de mettre des cryptos dans leur trésorerie. Elles sont nombreuses aux États-Unis. Il y a stratégie, bien sûr, sur le Bitcoin et Bitmain sur Ether. Quelles sont leurs stratégies face au Bitcoin? Est-ce qu'elles renforcent ou est-ce qu'elles allègent? Claire? C'est le grand écart entre ce que font les particuliers qui sont plutôt en train de paniquer et de vendre ou de se lasser, en tout cas de s'éloigner de la crypto, et ce que font les grands institutionnels, et notamment les treasury companies, qui continuent à accumuler des cryptos, donc du Bitcoin et de l'Ether pour Bitmain, qui d'ailleurs atteint 3 ou 4% maintenant du stock total d'Ether, donc qui atteint un poids significatif. Et on voit bien que ces institutionnels, ils ont une stratégie à long terme
c'est-à-dire qu'ils comptent bien profiter de la hausse des cours qu'il y aura dans 2, 3, 4 ans, et qu'ils ont étudié ces modèles en profondeur, et donc ils ne sont pas du tout soumis à la même panique que les particuliers. Donc c'est un constat un peu triste, hein, qu'on voit aussi dans la finance traditionnelle, malheureusement. Mais c'est le vrai moment où les entreprises qui investissent dans la crypto vont tirer leur épingle du jeu et prendre leur profit dans quelques années. Oui, c'est Warren Buffett dans la finance traditionnelle qui disait il faut acheter quand plus personne n'y croit. Alors, voilà, il ne faut pas acheter au plus haut quand tout le monde vous dit que c'est formidable. Bon, Bitcoin en tout cas continue d'avancer vers son destin. Son destin, c'est 21 millions. 21 millions de Bitcoin minés. Il reste encore de nombreuses années avant de les atteindre, les 21 millions. Mais enfin, cette semaine, on a franchi un cap historique. Il faut le marquer, ce cap ensemble, Thibaut. On a franchi cette semaine la barre des 20 millions de Bitcoin. La barre des 20 millions. Ouais. Ouais, 20 millions de bitcoins qui ont été minés, ça veut dire 95% de tous les bitcoins qui ne seront jamais émis, qui sont désormais en circulation. Ce qui est assez amusant, c'est que ces 95%, ils ont été émis en moins de 20 ans, et il va nous falloir un peu plus d'un siècle pour aller chercher le million récent. Et donc, ce cap, c'est aussi le moment où tout le monde repose un peu cette question fatidique. Quid demain le rôle des mineurs, puisque si les mineurs aujourd'hui sont rémunérés avec les nouveaux bitcoins émis, si demain il n'y en a plus ou plus assez pour les rémunérer, est-ce qu'ils vont vouloir toujours contribuer au réseau? S'ils ne contribuent plus au réseau, quid de la solidité de ce réseau, quid de la sécurité? Et donc, c'est l'occasion de rappeler que aujourd'hui, en fait, la rémunération du mineur, elle n'est pas basée exclusivement sur les récompenses en nouveaux bitcoins, elle est aussi basée sur les frais qui sont générés par le réseau. Alors, évidemment, aujourd'hui, les frais représentent une part infime, pour pas dire vraiment non significative, des frais qui sont de la récompense des mineurs. Mais justement, l'idée, c'est que à terme, plus l'adoption va se développer, si le cours s'apprécie, eh bien, l'équilibre économique va se faire de cette manière-là. Alors naturellement, on ne peut pas l'affirmer avec parfaite exactitude, puisqu'on ne peut pas lire l'avenir. Mais justement, c'est aussi ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques années, en préparation à ça, l'archétype du mineur de crypto a totalement évolué. On a vu une grosse professionnalisation de l'activité, et on sait que l'activité va encore être amenée à s'adapter. Ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est un espèce de merge qui est en train de s'opérer avec les infrastructures énergétiques plus globales, avec des stratégies plus complètes, visant notamment à la valorisation des excédents ou autres. Donc, ce qui va être surtout intéressant, c'est pas tant la question de comment les mineurs vont être rémunérés, c'est plutôt comment le modèle global va être amené à s'adapter pour faire face à ça. Et le prochain défi, c'est le prochain halving qui sera dans 4 ans, qui va nous amener, enfin un petit peu moins de 4 ans maintenant, qui va nous amener à une question où là, effectivement, le nombre de bitcoins qui sera émis va être déjà considérablement réduit, et donc il va falloir trouver d'autres relais pour les mineurs. On a donc franchi cette semaine la barre des 20 millions de bitcoins minés. Ça se fête quand même. C'est pas tous les jours qu'on franchit cette barre. 20 millions pour la première fois. On atteindra les 21 millions. C'est prévu pour quand? On a de la date? 2140, si je me souviens. Ah oui, on a le temps encore. Alors, oui. Où on en sera les uns les autres en 2140? Bitcoin est-il indépassable d'ailleurs? C'est ce que pensent encore beaucoup de Bitcoin maximalistes, mais l'un d'eux, sans rien céder intellectuellement, l'un d'eux est en train de mettre de l'eau dans son vin, en tout cas financièrement. Jack Dorsey, un des Bitcoin maximalistes les plus iconiques, va insérer le verre dans le fruit, intégrer ce qu'il exècre le plus au monde dans son appli de paiement, à savoir des stablecoins. Pourtant, il est Bitcoin maximaliste. Pourquoi met-il des stablecoins? Accepte-t-il d'y intégrer des stablecoins dans son système? Claire? Il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais il le fait par pragmatisme, parce qu'il considère qu'il y a une demande et qu'aujourd'hui, des personnes qui vivent dans des pays dits en voie de développement et qui sont à la recherche d'outils pour se protéger, par exemple, de l'inflation, vont être en demande de stablecoins plus que de Bitcoin. Donc même si lui croit plus dans Bitcoin que dans les stablecoins qu'il va juger opaques, centralisés, eh bien, il a décidé de répondre à la demande de ses clients et donc de mettre à disposition des stablecoins sur des plateformes et pas juste du Bitcoin. Donc c'est une forme de pragmatisme. Moi, ça me fait penser, vous savez, à ce que j'ai pu voir ces 10 dernières années au sein des banques qui étaient idéologiquement très anti-crypto, anti-Bitcoin, et puis qui finalement, là aussi, par pragmatisme, plus que par idéologie, suivent la demande commerciale. Et c'est finalement quand il y a une demande des clients que les entreprises évoluent plus. Oui, Jack Dorsey, donc, qui met de l'eau dans son vin et qui accepte désormais les stablecoins dans son appli de paiement. Il dit, Jack Dorsey, je n'aime pas l'idée que nous nous préparions à prendre en charge les stablecoins, mais nos clients veulent les utiliser. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de passer d'une instance centralisée à une autre, mais c'est ainsi. Voilà, il faut savoir être souple d'esprit et agile. Hein. Oui, et puis il faut bien se rendre compte aussi que c'est très dur de résister à une demande commerciale. Imaginez, vous avez une application, tous vos clients vous demandent des stablecoins.
si vous ne fournissez pas à vos clients ce qu'ils veulent, la conséquence, c'est que vos clients vont aller ailleurs. Oui, il faut être pragmatique. Les pros des cryptos, aussi tout le week-end, en podcast, c'est replay. L'anonymat, on va y venir là. Tiens, tout de suite. L'écosystème, il tient à l'anonymat. C'est pas anonyme, les cryptos, on peut remonter la trace. Mais enfin, le Trésor américain aux États-Unis fait un pas sur une clé de confidentialité, à savoir les mixeurs de cryptos. C'est quoi les mixeurs et pourquoi ce revirement du Trésor sur les mixeurs, Thibaut? Oui, alors les mixeurs, pour rappeler un petit peu ce que c'est, on en a déjà parlé pas mal sur ce plateau, c'est globalement des outils, une plateforme qui permet de brouiller un petit peu la traçabilité qu'on va avoir. On le sait aujourd'hui, la blockchain est transparente, donc quand on fait une transaction sur la blockchain, elle est consultable et auditable de tous. Bien, les mixeurs sont des outils qui vont ramener une couche de confidentialité en mélangeant plein de transactions entre elles et en les redistribuant, ce qui rend ce travail de traçabilité beaucoup plus complexe, pour ne pas dire impossible. Et donc, naturellement, ça vient ramener à la base, c'est un outil qui a été créé pour ramener un petit peu de protection de vie privée, de confidentialité, etc. Mais naturellement, l'autre usage, c'est que ça sert aussi des activités illicites. Et dans ce cadre, on avait eu les États-Unis qui avaient condamné notamment Tornado Cash, qui est le plus gros mixeur de crypto sur le réseau Ether. Et ça avait ouvert tout un débat de est-ce qu'on doit condamner la personne qui construit l'outil ou les personnes qui l'utilisent, est-ce qu'on doit condamner l'usage de l'outil ou l'outil directement, plein de débats qui vont là finalement de l'aspect technologique simplement. Et donc on avait eu une première victoire déjà l'année dernière puisque donc les smart contracts de Tornado Cash avaient été mis sur liste noire, ils ont été retirés l'année dernière et là cette semaine on a eu une deuxième victoire en tout cas pour les défenseurs de la protection des vies privées, c'est qu'on a vu justement on parlait de mettre de l'eau dans son vin du côté de Jack Dorsey, là c'est les instances américaines qui ont mis un peu d'eau dans leur vin en reconnaissant pour la première fois publiquement que effectivement les mixeurs n'avaient pas qu'un usage qui était illicite puisque dans la défense c'était ça qui était apporté, que finalement le mixeur était simplement un outil pour permettre le blanchiment d'argent. On se rend compte que finalement non, il peut y avoir d'autres usages au mixage et donc ils sont revenus un petit peu sur cette position en mettant toujours c'est sur un rapport qui fait 32 pages. Dans ces 32 pages, il y a aussi beaucoup de choses sur tout ce qui est activité illicite ou autre. Donc c'est pas une adoubation complètement de l'outil, mais en tout cas, il y a un petit peu plus, on va dire, d'objectivité dans la lecture du sujet. C'est aussi dans la lignée de la politique actuelle de l'administration Trump, et c'est aussi pour ça qu'il faut prendre aussi du recul sur cette actualité. C'est que cette position de l'administration américaine, elle est vraie aujourd'hui. Demain, avec une autre administration, elle sera peut-être revue différemment et on peut voir que dans d'autres juridictions, notamment en Europe, on n'a toujours pas cette lecture-là sur le sujet. Donc il faut aussi regarder ça dans son ensemble, mais c'est sûr que pour l'écosystème, c'est une victoire qui est très symbolique et ça va dans le bon sens. Ouais, il y a toujours deux rives sur l'Atlantique et en Europe, l'ambiance n'est pas la même sur les mixeurs. Et on voit même pour Tornado Cash, il y a eu des condamnations et ils ne sont pas au bout. Roman Storm, co-développeur de Tornado Cash, Claire, risque même à présent un nouveau procès, là, malgré ce qu'on vient de dire aux États-Unis. Il y a une forme de volonté d'en faire un exemple. Vous savez, ce sont deux développeurs de Tornado Cash qui ont été poursuivis. Alex Hypertsev, dont on a déjà parlé sur ce plateau il y a quelques années, et puis Roman Storm, qui va peut-être faire face à un nouveau procès pour plusieurs chefs d'accusation. En fait, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir blanchi de l'argent lui-même, c'est d'avoir créé du code libre, open source, sur lequel il n'avait ensuite plus la maîtrise, puisqu'il a été déployé sur la blockchain. Et ce code, ensuite, le code de Tornado Cash, a été exploité effectivement par des criminels. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour les autorités, c'est de faire en sorte que ce type de code soit le moins utilisé possible parce que ça met à mal, en tout cas, la traçabilité par les autorités pour remonter les réseaux criminels. Et donc, quoi de mieux pour ça que d'aller décourager, désinciter des développeurs à développer ce type d'outils. Et un des moyens pour faire ça, c'est un moyen judiciaire, c'est de les poursuivre et c'est de les mettre en prison. Et quand vous les mettez en prison, vous êtes sûr derrière que les autres développeurs sur la planète vont avoir beaucoup moins envie d'aller développer ce type d'outils. Donc c'est assez dramatique en fait pour le secteur dans son ensemble et pour les talents qui ont forcément beaucoup moins envie d'aller coder des outils de confidentialité comme Tornado Cash. Maintenant, il faut aujourd'hui, vous savez, c'est toujours une course entre les criminels et les autorités, que les autorités, là aussi, se forment le plus possible et arrivent à suivre les réseaux criminels dans un certain nombre de mixeurs, plutôt que d'aller les interdire et mettre des développeurs derrière les barreaux.
Alors vous parliez de criminels, justement, on va en parler ici en France. Ils sont nombreux, hein, ceux qui veulent séquestrer, enlever les acteurs du monde crypto. On a encore eu quelques agressions, quelques séquestrations là cette semaine ou tentatives. On en est désormais, alors c'est Cryptos qui a fait ce calcul un peu triste, hein. On en est désormais à une agression en France tous les 5 jours depuis le début de l'année. Une tous les 5 jours, Claire. C'est un calcul très difficile parce que certaines affaires sont médiatisées et d'autres ne le sont pas. En réalité, depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs dizaines d'affaires. Et quand je dis affaires, ça peut être des enlèvements, des homejacking, mais aussi des tentatives d'enlèvement. Heureusement, la plupart d'entre elles sont déjouées ou les malfaiteurs sont arrêtés avant d'avoir pu enlever les personnes. Mais aujourd'hui, pour avoir discuté avec beaucoup des forces de sécurité intérieure, elles sont très préoccupées par cette situation. Elles ont aussi beaucoup appris et elles sont très au fait de ce qui se passe. Donc on a une vraie réactivité aujourd'hui des forces de sécurité, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, on fait face à des réseaux criminels qui deviennent de plus en plus sophistiqués. En fait, on fait face à une sorte de cyberisation des réseaux criminels qui s'organisent avec un taylorisme, quelque part, une division des tâches et des recruteurs qui sont souvent basés à l'étranger. Et donc, on interpelle, on arrête beaucoup de petites mains, entre guillemets, mais on a beaucoup plus de mal à aller chercher les commanditaires qui sont à l'étranger. Et aujourd'hui, les professionnels du secteur sont terrifiés. Et donc, tout le monde se balade avec des boutons de panique, tout le monde installe des alarmes chez lui, tout le monde fait attention dans la rue. Mais évidemment, il est impossible de vivre comme ça à long terme. Donc, aujourd'hui, moi, je fais aussi face à beaucoup de gens qui partent. Et qui partent soit du secteur, soit de France, pour aller plutôt aux États-Unis ou dans des pays voisins en se disant je vais être plus en sécurité, mes enfants vont être plus en sécurité, parce que la France est beaucoup plus sujette que les pays voisins à ce type de problème. Et alors pourquoi, pourquoi la France, c'est une passion, c'est particulier. C'est vrai que c'est en France manifestement qu'on a un taux d'agression, une fréquence des agressions par densité de population la plus élevée, quoi. Comment on explique ça ? On peut l'expliquer par plein de raisons. D'une part, par quelque part le talent aussi des professionnels du secteur en France et des personnes qui étaient impliquées très tôt dans l'écosystème et qui sont malheureusement visées par ce type d'agression. On peut l'interpréter aussi par les réseaux criminels qui, en tout cas dans ces affaires-là, sont des réseaux francophones et qui recrutent des personnes en France pour mener ce type d'action. Par une sorte de recyclage des réseaux de criminels qui étaient peut-être sur le narcotrafic avant et qui se recyclent dans ce nouveau business. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la crypto est intégrée comme angle d'attaque sur ce type de crime, mais on voyait ce type de crime auparavant, par exemple, avec les influenceurs. On a des relations avec l'UMIC, qui est la Fédération professionnelle des créateurs de contenu. Ces personnalités-là, elles ont aussi fait face dans les dernières années à des homejacking et à des tentatives d'agression pour s'emparer de l'argent, des bijoux qu'ils avaient à la maison. Donc, c'est un phénomène un peu plus global en fait que la crypto. Il y a peut-être aussi un sujet avec la justice aujourd'hui qui est perçu, en tout cas, comme étant trop laxiste. En fait, les criminels aujourd'hui n'ont plus assez peur. Ce sont des personnes très court-termistes qui ont le sentiment finalement que la prison devient une sorte de case sur le CV. On va passer 3 ans, 5 ans en prison et quelque part, c'est normal sur le CV quand on fait un parcours de criminel. Et donc ça, il faut vraiment que ça cesse et il faut vraiment qu'aujourd'hui, ces réseaux soient démantelés le plus rapidement possible pour que les professionnels se sentent en sécurité. Parce que quand on n'est pas en sécurité, en fait, tout le reste devient un luxe. Et toutes les mesures économiques qu'on pourra prendre pour soutenir le secteur, toutes les aides d'un point de vue fiscal, par exemple, pour soutenir le secteur, seront complètement dérisoires par rapport à ces enjeux de sécurité. Allez, on revient aux enjeux technologiques. L'avenir de la finance, ce sont aussi, c'est plus léger là d'un coup, ce sont aussi les tokens. La crypto, à terme, s'emparera de la finance traditionnelle en tokenisant cette finance traditionnelle. Alors on en est où ? On a appris cette semaine que le Nasdaq, l'opérateur boursier américain Nasdaq, avait choisi Kraken, Thibault, pour adopter les actions tokenisées. Est-ce que c'est une surprise ? D'abord le fait qu'ils choisissent Kraken et qu'est-ce que ça dit ? Alors non, c'est pas forcément une surprise qu'ils choisissent Kraken. Kraken s'était aussi préparé à ça. Ils avaient racheté Bucket Finance, qui est l'infrastructure derrière Xtox, et c'est une infrastructure qui en fait a déjà prouvé son usage. On est sur 25 milliards de transactions tokenisées déjà générées. Donc le Nasdaq se tourne vers une infrastructure qui a déjà fonctionné et qui est déjà relativement robuste, même si on parle d'une autre échelle pour les étapes d'après. Donc c'est pas illogique. D'un point de vue vision, c'est pas illogique non plus. On sait que le Nasdaq réfléchit au sujet depuis un certain temps. On sait que c'est pas les seuls. On a vu là dans les derniers jours aussi ICE, l'opérateur derrière le New York Stock Exchange, qui a réalisé une opération avec OKEx
probablement pour une direction similaire. Donc non, c'est la suite logique et ça fait écho à ce que je disais en introduction où on a cette transformation de la finance qui est en train de se faire de manière très concrète et c'est assez dingue parce que y a pas vraiment de... Comme on touche à l'infrastructure et on touche à quelque chose d'un peu plus obscur, un peu moins palpable, il y a très peu d'euphorie sur ça, sur le marché, plus dans les sphères institutionnelles, mais en tout cas auprès du grand public, ça ne fait pas du tout écho par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir dans le passé qui ont généré beaucoup d'engouement. Alors que là, on assiste vraiment à un petit peu ce qu'on nous avait promis il y a quelques temps. Moi, quand j'ai commencé dans la crypto il y a une dizaine d'années, on disait que la crypto amène cette infrastructure qui va réellement révolutionner le monde, la manière dont fonctionne la finance. Et là, entre ça, les stablecoins, etc., on est vraiment en train d'assister en fait de cette transformation de manière concrète. Alors, elle s'opère d'une manière peut-être pas tout à fait qui était attendue, puisque peut-être qu'on attendait à ce qu'il y ait davantage de pure players qui prennent la place d'acteurs existants. On se rend compte que la retail se fait plus par des merges et par des collaborations. C'en est un bel exemple ici. Mais en tout cas, c'est absolument intéressant de suivre ce qui est en train de se faire. Et donc, ça nous amène à quoi ? Demain, on aura un marché action, un Nasdaq qui va être ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour tout le monde, avec les mêmes propriétés finalement qu'on retrouve sur la blockchain. Donc, ça pose encore un certain nombre de défis juridico-techniques, parce qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre sur comment il va falloir régler certains cas, mais ça prend cette direction. Et l'Europe, cette fois, ne veut pas laisser passer le train. Elle veut même, l'Europe, peut-être proposer une tokenisation à l'européenne. La Banque Centrale Européenne a annoncé les projets Appia et Ponteax, c'est ça ? Je ne sais pas non plus comment ça se prononce. On les salue, en tout cas, s'ils nous écoutent, pour construire un écosystème financier tokenisé souverain européen, à l'européenne, Claire. Exactement, c'est le maître mot de ces deux projets, la souveraineté. Alors pour moi, c'est le projet court terme. L'idée, c'est de permettre aux institutions financières donc connectées via une blockchain et de payer en monnaie de banque centrale, une monnaie de banque centrale de gros, qui circulerait uniquement entre ces institutions. Et le projet Appia, donc c'est un projet plus long terme où là, l'idée, c'est de créer un écosystème financier, une tokenisation à l'européenne. Alors, on n'a pas encore tous les détails techniques de comment ils vont faire ça. Mais en tout cas, ça montre que l'Europe et notamment la BCE prennent à bras-le-corps ce sujet. Maintenant, et là je le redis, mais on l'a dit plein de fois sur ce plateau, être souverain, c'est évidemment essentiel. Mais si on est souverain tout seul dans un marché fermé, ça ne va pas servir à grand-chose. Et donc, c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a des technologies ouvertes qui circulent et que si les Américains sont sur leur technologie ouverte et que nous, finalement, on crée un bunker qui est fermé, ça risque de nous mener dans le mur. Et donc, c'est très important que ces projets prennent en compte le fait que la finance est un marché mondialisé et qu'il va falloir se connecter aux autres marchés et qu'il est possible, je dirais même très probable, que les blockchains publiques soient l'infrastructure de demain sur ce marché. Voilà, donc une tokenisation peut-être aussi à l'européenne, cette initiative de la Banque Centrale Européenne. Et puis on apprend aussi que l'AMF, la Banque de France et la Direction du Trésor sont en train de créer un groupe stratégique dédié à la tokenisation de la finance française, en l'occurrence. Tout à fait. Signe encore une fois que c'est un sujet qui devient prioritaire. Exactement. Alors on voulait aussi parler des intelligences artificielles. Est-ce que les blockchains vont permettre de dompter, de responsabiliser les IA ? On est déjà au bout du timing, les amis, parce que c'était passionnant, mais on en reparlera, on aura d'autres occasions dans d'autres épisodes des Pros des Cryptos. Merci à tous les deux. Claire Balva, directrice générale de l'ADAN. Salut Claire, bon retour. Merci, et un grand merci à vous aussi, Thibaut Boutroux, directeur général de Meria. Nouvel épisode des Pros à retrouver tout au long du week-end. Et puis lundi, bien sûr, Sandra Gondouin pour le club BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.